d'échanger comme ça en face à face avec un trader institutionnel. Vous expliquez un petit peu Oui, bien sûr. pourquoi. Ouais, bien sûr. Alors, ce que je fais, je travaille donc je travaille dans une banque d'investissement, dans la partie equity. Je suis macro-stratégiste dans cette banque, ce qui signifie qu'en réalité, je développe des vues de marché, j'aide des investisseurs institutionnels à prendre des positions et à gérer du risque. Et une partie de ces vues sont aussi implémentées dans les books de la banque. Donc voilà pour ce que je fais. Et pour ta deuxième question, qui était la dimension sensibilité, bien sûr, c'est un métier qui est régulé, avec un certain nombre de contrôles qui sont en place, et notamment qui est particulièrement sensible, avec un certain nombre de sensibilités. Et donc, je préfère me détacher cette interview de l'entreprise auquel je travaille pour éviter toute association. Et on peut le comprendre. Et du coup, c'est cool qu'on ait trouvé cette formule-là. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. C'est que voilà, j'ai annoncé un petit peu à l'avance qu'on allait faire une interview ensemble. Évidemment, il y a un petit peu des mythes autour de ce métier-là. Je pense que c'est depuis surtout le Loup de Wall Street. Je pense que ça a fait exploser les mythes. C'était un milieu qui est assez opaque, qui reste opaque, mais c'est vrai que le Loup de Wall Street a mis en lumière pas mal de choses. Alors voilà, il ne faut pas confondre. C'était comme ça, hein. C'était comme ça dans les années 70, 80. Hein. Ça s'est vraiment régulé, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'abus, c'est sûr. Ouais. La régulation maintenant est très 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 stricte, donc c'est peut-être, à mon avis, un des secteurs les plus clean maintenant. D'accord. Donc il n'y a pas il y a pas des résidus encore non, c'est beaucoup plus ok. Donc super. Et du coup, alors tu m'as dit alors j'ai entendu le mot analyste pour des traders. Du coup, ta partie, parce que on a parlé aussi un petit peu en off, tu me dis que tu gérais aussi une équipe. L'idée, c'est un petit peu de comprendre comment ça s'organise autour de toi, qu'est-ce que tu fais concrètement, voilà, donc les questions sont revenues autour de ça. Ouais, bien sûr. Alors, faut déjà comprendre que le terme d'analyse ne veut pas dire la même chose dans un hedge fund et dans une banque. Okay. Dans un hedge fund, c'est une personne qui va faire des analyses de marché, analyste. En banque, ça réfère uniquement à un titre de grade qui est en fait le grade junior que tu as quand tu commences. D'accord. Je vais prendre ta question en supposant le sens d'un hedge fund. En réalité, oui, ça correspond assez à ce que je fais. Donc, concrètement, tu as plusieurs types d'analyses, l'analyse micro, l'analyse macro, l'analyse plus quantitative. Moi, je vais être dans l'analyse macro. D'accord. Donc, c'est de l'analyse fondamentale. C'est identifier, former une vue sur les indicateurs de marché principaux, les taux, l'inflation, le niveau d'employment, vraiment avoir une vision de la direction de l'économie. Donc les data, quoi. Exactement. Et à partir de ça, identifier les opportunités dans le marché. Qu'est-ce que je pense est une bonne chose à acheter, une bonne chose à vendre, spread, etc. Donc tu pars vraiment de la vision macro, donc l'économie n'a plus de secret pour toi, tu maîtrises les datas, donc je pense que tu suis à la loupe toutes les réactions autour des annonces de la Fed, de la BCE. Ouais. Est-ce que tu couvres aussi, est-ce que tu as une partie géographique où tu es plus spécialisé que d'autres, ou est-ce que tu couvres le monde entier? Alors je suppose que les États-Unis, évidemment, on y fait attention. Ouais. Mais les actifs que je vais couvrir vont représenter l'Europe, IMEA, donc l'Europe, le Middle East. Okay. Et l'Afrique, mais il n'y a pas beaucoup d'equities en Afrique. Et bien sûr, évidemment, les US, ça reste la plus grosse économie du monde, c'est elle qui drive le marché global, et tous les US sont hyper importants. Donc ça, évidemment, tu les suis de manière très précise. Ok. Et du coup, une question qui est revenue, et moi aussi, c'est vrai que c'est une question un petit peu de curiosité. À quoi ça ressemble une journée type? Voilà, on a parlé en off aujourd'hui, tu me disais que les marchés, il y avait des volumes en berne
Et donc, c'était pas forcément très excitant. Mais voilà, tu te lèves, tu es là, tu vas aller bosser. Alors, est-ce que les journées se ressemblent? Est-ce qu'on a un peu toujours des routines qui se mettent en place ou est-ce que c'est en fonction des marchés? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent un petit peu dans une routine? C'est une très bonne question. C'est les personnes les plus successful sont vraiment ceux qui ont des routines très très bien cadrées et une discipline très très forte. Ce qui est d'ailleurs écho avec je crois que c'était Jean-Guillaume qui a fait un live là-dessus. Et donc tu vois vraiment que, donc comment je structure ma journée pour répondre, 5h30 levé, 6h à la gym, 6h, 6h40 gym, 6h40, 7h douche, sauna, 7h sur le desk. Sauna tous les jours? 7h, 2 jours. Ok. 2 jours. 7h, 8h, catch-up macro, donc là, lire. Ensuite, 8h, tu as l'ouverture de marché, donc on va dire ensuite entre 8h et 4h30, le marché est ouvert, donc ça dépend vraiment du marché. Ok. Pas de pause déj, tu manges au desk. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, à partir de 4h30, tu as le marché qui se finit. Avec les auctions, ça continue encore un petit peu. Donc à partir de 5h, tu n'as plus ton risque pour la journée est figé. Et ensuite, ça va être du travail de recherche, du travail de networking. Okay. Là où tu as le plus d'alpha, c'est en connectant vraiment avec des portfolio managers dans le milieu hedge funds. On a aussi beaucoup de discussions sur le desk en fonction des différents books et des différents risques qui sont gérés. Okay. Pour se challenger mutuellement, constamment. Donc tu analyses beaucoup les order books, c'est ça? Et tu... Pas que. L'order book, c'est un data point de positioning. Pour former une vue sur ton positioning, il faut regarder donc sur le positioning, c'est-à-dire sur le positionnement, est-ce que le marché est particulièrement concentré dans certaines positions, que ce soit long ou short? Où est le sentiment? Est-ce que les gens sont plutôt terrifiés ou au contraire extreme greed? Et je vais faire beaucoup d'anglicisme. Hein, mais, non, mais c'est le milieu de la finance, c'est comme ça. Donc voilà, faites un petit effort. Voilà. Je dirais, je regarde peut-être une trentaine d'indicateurs de positioning différents. D'accord. Ok. Et donc c'est vrai que là tu étais dans le gros de la journée. Tu vas regarder un petit peu, scanner tous ces indicateurs et te faire un peu une vision. C'est ça. Ouais, c'est ça. Après, il faut comprendre aussi les différents horizons de trading. Quand tu mets une vue macro, c'est un horizon qui est plus long terme. Donc évidemment, ton positioning est important, mais tu ne vas pas regarder nécessairement des indicateurs, je sais pas, à horizon 1 heure, 2 heures, voire même une journée. On va y venir sur. J'avais une question, donc du coup, au niveau des horizons de temps, je l'avais plutôt prévu sur la seconde partie, mais au niveau des horizons de temps, finalement, quand tu travailles en hedge fund, qu'est-ce que tu regardes comme unité de temps? Quelle est l'unité de temps? J'ai envie de te poser la question, quelle est l'unité de temps d'analyse? Ça m'intéresse beaucoup comme question. Sur quoi vous regardez? Parce que je suppose qu'il y a la partie fondamentale, donc là c'est vraiment ton expertise, mais tu as aussi la partie un petit peu de technique, je pense, graphique. D'ailleurs, j'ai beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que l'analyse technique, etc., parce que souvent on oppose les deux, le fondamental et le technique. Bien sûr, c'est le fondamental qui drive quand même. Si ça bouge, hein, c'est parce qu'il y a le fonda. Mais derrière, l'exécution, elle se fait aussi au niveau du technique. Donc, j'aime bien ton avis sur... Enfin, ton avis. Comment ça se passe concrètement sur les unités de temps? On se situe où? Ouais, alors il y a beaucoup de questions dans ta question. Ouais, c'est vrai. Je vais essayer d'y répondre en la décomposant. Alors, unité de temps, ça dépend beaucoup de ton style de stratégie. La majorité des hedge funds macro vont avoir un horizon de temps entre 2 semaines et 2 mois. D'accord. Les hedge funds qui vont être systématiques vont avoir un horizon de temps entre des microsecondes et plusieurs mois. Donc c'est vraiment très vaste, mais en général plus court, plutôt entre des microsecondes, voire intraday, voire semaine. Okay. Et les fonds institutionnels type asset manager, pension fund vont avoir des horizons de temps qui vont être entre 3 mois et 2 ans. Ok.
Alors, quand même, globalement, on est quand même plus sur du long terme position trading, en fait. Sur des positions qui vont durer. Euh, alors, il faut différencier l'analyse, la direction Ouais. sur quelques semaines et quelques mois, VS, la position. Bien sûr. Alors, l'analyse, donc voilà, donc la position, c'est un peu ces 3 horizons de temps. Ouais. Ensuite, l'analyse, c'est. Alors, pour tout ce qui est quantitatif, en réalité, c'est des développements d'algorithmes. Une fois que les modèles sont en place, les modèles traitent tout seuls. Que ce soit un modèle, on va dire, purement programmé ou que ce soit une intelligence artificielle qui apprenne, ça traite tout seul. Quand tu fais de l'analyse plus fondamentale, micro, donc single stock, en général, on dit qu'il faut à peu près 30 heures de travail sur une boîte avant de l'acheter, d'essayer de l'acheter ou de la vendre. D'accord. Donc là, tu la passes au scanner, en long, large, en travers. Exactement. En pratique, ce qui se passe, c'est que les univers d'investissement peuvent être très réduits. Et donc, en fait, tu vas avoir un expert, mettons, sur les banques, et dans son univers, il y a 20 boîtes. Et il a passé les 3 premières années de sa carrière à les scanner dans tous les sens. Ouais, il connaît les il comprend très bien comment ça fonctionne. Et c'est plus si je me régale. Non, bon, on avance. Du coup, j'avais une autre question. Est-ce qu'un jour, tu as déjà fait la grosse boulette? Alors, pas la big grosse boulette, sinon peut-être que tu serais pas en face de moi en train de faire une interview, mais tu vois, à un moment donné où tu as eu un petit peu la goutte là, qui est arrivée et qui est descendue sur le front, et t'as ton ami qui est venu te taper sur l'épaule. Est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que pendant le Covid par exemple, ou là tu as parlé de GameStop et Robinhood, donc est-ce que tu as des souvenirs comme ça? Oui, bien sûr. Je vois que tu cherches là. Je pense que tout le monde l'a fait. Pour moi, le moment peut-être où j'ai eu le plus de risques dans ma carrière, c'était quand je gérais de l'argent pour un fonds. Okay. Et il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Et je pensais que mon book était diversifié. Et en réalité, la manière dont je l'avais construite faisait que dans ce cas de choc-là, la corrélation était très très forte. Et donc du coup, tout s'est fait éclater en même temps. Et du coup, je me suis fait stopper, quoi. Donc t'avais un drawdown max? T'avais des stop loss? Oui. En réalité, ce qui se passe, c'est que tu as des... Ce qui se passe, c'est que, comme je disais, tu as la petite tape sur l'épaule et tu dis, on va réduire le risque. Ok, très bien. Tu réduis le risque de 30%. Une semaine plus tard, tu dis, donc tu vas en perte, hein, c'est-à-dire quand c'est-à-dire tu commences à liquider 30%. Mais le problème, c'est que tout le marché fait ça. Oui, le problème, c'est que vu que tout le marché fait ça, tu te retrouves en fait à vendre alors que le marché vend. Tu vends sur les grosses rouges, quoi. Exactement. Et tu es obligé de vendre. Et en réalité, si tu avais été capable de garder tes positions pendant 2 mois de plus, c'est toujours pareil. Ça marche. Mais c'est pas grave. Mais là, il y a une politique de gestion de risque, parce qu'après. Bien sûr. Je pense que ça, de toute façon, il y a un dicton dans l'industrie qui dit que tu n'es pas vraiment portfolio manager tant que tu n'as pas perdu toute une année de PNL. D'accord. Okay. C'est-à-dire que quand tu es portfolio manager, quand tu gères un portefeuille, tu fais de l'argent. Mettons que tu gères un portefeuille de 100 millions. Tu fais une bonne performance, tu fais 10%, tu as généré 10 millions, tu sais que tu vas être rincé à la fin de l'année et tu perds tout. Et perdre 10 millions en étant portfolio manager, c'est la même chose que de perdre 10 millions en banque parce que ta compensation, ta rémunération de ton portfolio manager est directement indexée sur l'argent que tu fais. Donc là, tu te voyais grand, gros et beau et voilà, tu avais déjà commandé le dernier Porsche Cayenne, hop, supprimé. Et je n'étais pas non plus à ce niveau-là, mais... Non, mais voilà, c'est des ok. C'est exactement ça. Et donc, il y a une dimension psychologique qui est très importante dans la gestion du risque, et c'est très important d'arriver à toujours rester mentalement en contrôle, rester froid,
Et c'est pour ça que gestion des émotions forte est très important, et d'avoir des checklists avant les investissements, des checklists pendant l'investissement et après. Alors ouais, c'est hyper intéressant ça, c'est que bon, du coup quand tu parles de checklist, tu parles de plan de trading. Alors nous, les retails, les pauvres retails, excusez-nous, on a des plans de trading aussi. Moi avant de lancer une position, j'ai aussi une checklist. Donc voilà, on peut appeler ça ton plan de trading quoi. Et c'est vrai que pendant la position, que tu sois en drawdown ou en profil latent, là aussi je pense que tu as des critères, c'est ça que tu vas arbitrer, tu vas dire. D'ailleurs, c'est une question, je ne sais pas si tu pourras. Quel R on va chercher dans une banque ou un hedge? Est-ce qu'on fait du 1 pour 2? Est-ce qu'on va chercher beaucoup plus? Est-ce qu'on va chercher moins? C'est quoi un petit peu le. C'est-à-dire R de rendement? Ouais, combien de risques sur combien de rendement? D'accord, quel chart? Ouais. Tu vas avoir un... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout, qui est la norme? Déjà, faire de l'argent, c'est bien. Ouais, déjà faire et ne pas en perdre. Faire de l'argent, c'est déjà ça. Faire de l'argent, c'est le plus important. Ouais. Je ne peux pas non plus donner les chiffres exacts, mais si tu as un Sharpe ratio, c'est-à-dire un rendement sur risque supérieur à 1, c'est bien. Okay. Si tu as un rendement sur risque supérieur à 1,5, c'est très très bien. Okay. Ça aussi, écouter, c'est très intéressant parce qu'on te vend beaucoup de R de 5, R de 7. Non, c'est pas possible à tenir sur la durée. Tu peux avoir ça parce que tu as eu un chance, parce que le marché va dans la bonne sur un mois, mais c'est pas possible de tenir ça sur la durée. Si tu as un Sharpe ratio supérieur à 1,5, en général, tu as un job dans la plupart des fonds sans problème. Et tu es successful. Pour vous donner d'autres chiffres, c'est hyper intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Ouais. Les plus grands investisseurs, si tu prends les fondateurs de fonds et des mecs qui sont vraiment milliardaires et qui ont fait leur vie sur l'investissement, qui sont très très successful, en général, en moyenne, ils ont un hit ratio entre 52 et 54%. Donc ça veut dire que quand ils mettent un trade en place, tu as un tout petit peu plus que 50% de chance qu'ils fassent de l'argent, mais pas beaucoup en fait. Et c'est vraiment le fait de répéter un grand nombre de positions, un grand nombre de trades qui te permet de monétiser cet alpha. Alors là, je vous arrête tout de suite. Ce qu'il vient de dire, c'est hyper important. Et voilà, le petit edge que tu as, c'est le fameux zéro. Yann en parle souvent, le fameux zéro au casino sur la roulette. Voilà, c'est exactement. C'est le petit edge. Et effectivement, sur une série, toute série de 10 trades, tu ne veux pas être insignifiante, mais sur une série de 1000, de 100, 1000, 10 000, et sur ta carrière, finalement, ce petit edge que tu vas avoir avec ton ratio supérieur à 1, voire après, si tu es très bon, supérieur à 1,5, tu fais de l'argent. Et ce que tu viens de dire, le plus important, c'est de faire de l'argent au final. Et voilà. Non, mais c'est parce que voilà, on se remet dans le contexte, dans le vrai là. Ouais. Non, c'est très très vrai. C'est important de le garder en tête. Ouais. Et après, il y a plusieurs autres, on va dire, grands concepts moi, que j'ai appris dans ma carrière. Notamment le fait c'est très très important de couper ses pertes rapidement et de laisser run ses profits. Cette asymétrie-là est très très importante parce que si tu coupes rapidement tes pertes, dans ces 50% ou 48% de pertes, tu ne perdras pas de temps que ça. Ouais. Alors que si tu es capable de laisser runner tes profits, de ne pas chercher à te mettre une target de profit, mettons plus 5% et tout de suite couper, et pas réévaluer la position à ce moment-là, passera à côté de beaucoup de gains. C'est la différence entre acheter Nvidia, par exemple, faire les 5 premiers pourcents, être super content parce que la thèse est validée, et prendre profit tout de suite, plutôt que de se poser et de se dire, mais en réalité, si la thèse est validée, jusqu'où ça peut aller? Est-ce que le fondat tient toujours la route? Est-ce que le macro est dans mon sens? Donc, est-ce qu'on peut run un petit peu plus le trade et d'aller chercher, et surtout que, voilà, après, ça permet effectivement d'augmenter ton R. Yes, super intéressant tout ça. Je regarde un petit peu qu'est-ce que j'avais noté. On a vraiment, on avance, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. On discute comme ça, c'est à la cool et il y a beaucoup de choses qui sont dites. En tout cas, merci pour
pour ta transparence, parce que voilà, je me régale. Perso, je sais pas vous, mais moi je me régale. Alors il y a des... Je lis un petit peu. Si on parle un petit peu d'argent, alors je suppose que tu as des objectifs à faire. Alors, est-ce que tu as des objectifs mensuels, trimestriels ou à l'année plutôt? Et est-ce que j'avais une question, est-ce que vos primes, parce que voilà, je suppose il y a un fixe et les primes, c'est quand même, je sais pas, c'est peut-être 80%, je sais pas, je dis, ouais, vous êtes quand même plus payé en prime qu'en fixe. Est-ce que c'est sur dépassement d'objectif, c'est-à-dire quand tu es à ton I0, ton objectif, bah, il était de. Je ne sais même pas les chiffres, tu vois, j'ai même pas envie de dire un chiffre, parce que je vais dire une connerie. Bon, il était de X. Quand tu es à I0, bah voilà, tu as eu le minimum, quoi. Et quand tu dépasses ça, c'est là que tu fais vraiment de l'argent. Ou pas. Ou du moment où tu fais de l'argent, tu encaisses à titre perso. Ouais. Bon, on est entre nous, donc je vais peut-être te donner un peu de. Oui, après c'est une fourchette comme ça, mais. Quelques chiffres. Tout ça, c'est hyper opaque volontairement de la part des. On n'aime pas l'argent. La compensation, l'argent, comment ça marche? Donc, quand tu es trader, tu as un fixe qui est. Pour vous donner une idée, un fixe. Après 10 ans d'expérience, un fixe est entre 300 et 500 000 $ par an à peu près. Ah oui, c'est pas mal. Juste en fixe. En fixe. Ah oui, pas mal. Et ensuite. J'aurais dit moins. Tu vois, j'aurais dit moins. Avec 10 ans d'expérience. Ouais. Après, quand tu commences, ton fixe est bien entendu plus bas et tu as une augmentation au fur et à mesure du temps. Donc, je sais pas si tu commences. Première année, ton fixe va être aux alentours de 100 000 $ à peu près. Il va augmenter pendant. Alors, c'est très cadré dans les banques, c'est beaucoup moins cadré dans les fonds. Okay. Il va augmenter t'as une grille d'augmentation jusqu'à ce que tu sois considéré comme, entre guillemets, senior. Et quand tu es considéré comme senior, dans ce cas-là, c'est complètement discrétionnaire. Okay. Ton fixe peut augmenter ou peut baisser d'ailleurs. Hein. Ah, ok. D'accord. Ton fixe peut baisser. C'est pour ça que je te donne une range. Pourquoi le fixe peut augmenter et peut baisser? Parce que en plus du fixe, il y a le bonus. Le bonus peut être au maximum 2 fois ton fixe. D'accord. Donc, en réalité, les personnes qui ont des très gros fixes, c'est souvent des gens qui ont fait tellement des grosses performances sur les années précédentes qu'il aurait fallu leur payer pour être, on va dire, équitable par rapport aux autres personnes du desk. Il aurait fallu leur payer un bonus supérieur à 2 fois leur fixe. Donc, et donc, ils sont au maximum du bonus peut-être qu'ils peuvent avoir sur une certaine année, mais l'année, leur fixe augmente pour permettre d'avoir. Ok. Mais tu vois, je pensais, moi, j'avais une croyance qui était différente. Je pensais qu'on était beaucoup plus à la prime, au bonus, et je pensais pas que les fixes étaient si importants. Mais après, c'est aussi des métiers où, disons que si t'es pas performant, t'as plus de fixe, quoi. En hedge fund, ça dépend beaucoup. Tu as des hedge funds où ton fixe est à. La plupart des hedge funds, ils ont des chiffres qui sont en général des chiffres ronds. C'est aux alentours de 12 ou 15 000 $ par mois. Donc, ça fait à peu près 150 000 $ par an. Il y a beaucoup de fonds qui font ça pour tout le monde. Donc, que ce soit l'assistante qui aura ça mais qui n'aura pas de bonus, ou que ce soit le portfolio manager qui aura ça et en plus un bonus qui peut être beaucoup plus gros. Donc, j'ai parlé un peu des traders pour vous donner une idée d'évolution. Et donc, en général, ensuite, comment ton bonus est décidé? Si tu as perdu de l'argent ou fait 0, ton bonus c'est 0. D'accord. Ou c'est peut-être 5 ou 10 cas histoire de ne pas mettre 0. Ensuite, si tu as fait, on va dire, de l'argent, il n'y a pas vraiment de niveau de target. Tu as des targets en début d'année, mais en réalité, ce n'est pas nécessairement en fonction de ça que tu es payé. D'accord. Tu es payé en fonction de combien d'argent a fait tout le desk, quelle est la taille du bonus pool, et ensuite la répartition se fait en fonction de combien chaque personne a fait d'argent. D'accord, donc ça vient après. Voilà. Donc ça nécessite, quand tu es trader en banque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quand même
tu as quand même du risque qui est lié aux autres parties de la banque. Si jamais Oui, la banque perd beaucoup d'argent, j'en sais rien, à un procès, une autre partie qui fonctionne pas du tout, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Si on prend l'exemple par exemple de Crédit Suisse, Crédit Suisse, quand ça allait mal, personne n'a été payé, indépendamment de la performance. Ouais. Okay. Et d'autres banques, ça a été pareil, etc. Si je retiens un peu les choses, c'est que finalement, à titre très personnel, ta performance perso en termes de bonus, bon oui, ça va ajouter des choses ou en enlever, mais c'est pas non plus ce qui fait la REM, quoi. Ce qui fait la REM globale. C'est quand même après ton fixe, et après aussi, voilà, il y a la... Je sais pas si... Non, le bonus, c'est important quand même, hein, parce que tu peux avoir... si tu as un fixe de 300 000 $ et que tu peux aller jusqu'à 600 000 $ supplémentaires de bonus. Oui, mais ce que je veux dire sur cette partie-là, ça dépend aussi des autres, du pool, des autres desks, etc. Et si la banque est en bonne, globalement, si la banque a de l'argent ou pas. Exact. Donc ça, c'est. Okay. Alors après, il faut garder en tête aussi, on voit toujours les chiffres des bonus comme étant élevés, et c'est vrai qu'ils sont très élevés. Il faut garder en tête plusieurs éléments. Déjà, on parle en dollars. De tu es sur des tranches d'imposition où tu es taxé à 50% systématiquement. Et de 3, tu as une grande partie de ces rémunérations variables qui sont en actions. Okay. Donc en général, tu as, on va dire, ça dépend du niveau de seniorité, mais ça peut être supérieur, ça peut être supérieur à 50% de ta partie variable qui est payée en actions. D'accord, ok. Et ces actions-là vont être délivrées en général suivant 2, 3, 5 ans. Et tu peux pas les vendre avant et même 2, 3, 4, 5 ans. Ok. Ouais, mais ça se fait beaucoup. C'est vrai que ça se fait beaucoup. Donc ouais, en termes de cash, tu redescends un peu, mais bon, ça c'est quand même pas mal. Voilà, c'est très confortable, bien sûr. C'est quand même très confortable. Tant mieux. Voilà, donc ça c'est ça se passe en banque. Et alors après, en fonds d'investissement, là c'est un monde complètement différent. En fonds d'investissement, tu es payé. La manière dont un hedge fund va fonctionner, c'est qu'il va charger charger management fees, en général 2% des totales des AUM. Il va charger des performance fees qui vont être en général aux alentours de 20% de la performance totale. Okay. Donc un fonds d'1 milliard, il va charger 2% d'1 milliard, ça fait 20 millions juste de management fees. Donc ça va être juste pour payer les locaux, pour payer les licences, pour payer les terminaux de tout le monde, pour payer tous les salaires de base de tout le monde, les accès aux données, etc. Ouais. Et si jamais ce fonds qui fait 1 milliard a fait 10% de performance, ça fait 100 millions. Sur ces 100 millions, ils vont prendre 20% de performance fee. Donc 20 millions supplémentaires. D'accord. La manière dont un gérant de portefeuille est rémunéré est la suivante. Sur cette partie de performance fee, tu en as la moitié. Ça dépend des fonds, mais en général, c'est à peu près la moitié qui va au fond. Ça permet au fond d'avoir juste du cash, qui permet de faire plus d'investissements, de payer les bonus si jamais il y a des années où le fonds ne performe pas, etc. Ouais, un fonds de roulement, ouais. Et l'autre moitié qui est payée au PM. D'accord. Okay. Donc si jamais tu as un portfolio manager et que tu gères 100 millions et que tu fais 10%, et tu as généré 10 millions. Sur ces 10 millions, tu en as 2 qui sont en management fee, en performance fee, et tu en as un qui part en bonus. Ok. Non, c'est très clair. Ouais. Chaque organisme a ses spécificités. Et ok. Ouais, c'est très intéressant. Et alors après, donc après les fonds, la manière dont les fonds d'investissement fonctionnent, ça va beaucoup être en fonction de, les AUM, donc les assets under management sont très importants. Donc si le fonds performe bien, et du coup il y a plus d'investisseurs qui veulent rentrer dans le fonds, et donc la quantité d'argent à gérer est plus importante. Oui, la manière dont ça évolue dans un fonds d'investissement, c'est que tu vas avoir des équipes de quelques portfolio managers. En général, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être une dizaine ou une quinzaine. Chaque portfolio manager va avoir une troupe d'analystes, genre 10 analystes, qui vont chacun couvrir un domaine différent. Et il va y avoir un trading desk, avec en général un head de trade. Portfolio, analystes, les analystes transmettent les infos aux traders qui eux exécutent. Voilà, donc les analystes font du travail pour le PM prend les décisions d'investissement. Quand il choisit d'acheter ou de vendre un actif, l'ordre passe au trader qui cherche à faire la meilleure exécution possible. Les traders en général ont un petit peu de risque à gérer. Les PM ont beaucoup de risques à gérer.
je sais pas, pour donner un peu des ordres de grandeur, tu peux avoir un PM qui gère 1 milliard, son head trader va gérer 100 millions, et il va donner entre 25 et 50 millions à chacun de ses analystes à gérer. D'accord. Après, c'est lui qui va répartir un petit peu. Ok. Et nous, on parlait des horizons de temps oui, d'analyse et VS horizon de temps, trading. En fait, c'est vrai que j'ai du mal à conceptualiser. Alors, je sais pas, peut-être j'ai tort, qu'il y ait des scalpers fous dans les hedge funds. Il n'y a pas du tout. En fait, c'est fait par des algos. Voilà. Tu as des. On va dire. Le scalping, c'est quelque chose que tu peux très facilement automatiser. Surtout quand tu es dans une institution financière où tu peux mesurer l'impact. Quand tu es une banque, par exemple, tu vois le flux de tes clients, donc tu vois qui achète, qui vend. Les gens qui achètent, qui vendent ont un impact sur le marché, vont bouger le marché, soit positivement, soit négativement. Donc là où tu as le plus d'alpha, en réalité, c'est quand tu prends le mean reverting de ces trades-là. Okay. Donc, c'est un alpha très spécifique à la banque et qui est difficile à reproduire en dehors. Donc, pour le point, on va dire pur algo. Maintenant, après, il y a aussi des stratégies qui fonctionnent très bien de risk premium, notamment capturer le momentum, suivre des tendances. Ou à l'inverse, timer des reversals en fonction des horizons de temps que tu regardes. Et les horizons de temps qui sont les plus communs sur momentum, ça va être en général entre 6 et 12 mois pour la performance positive et aux alentours de 1 mois pour les reversals. Ou alors à l'inverse, regarder intraday. Donc en réalité, même on va dire cette partie momentum trading, et là où il y a le plus d'alpha, c'est pas nécessairement là où tu as les algos qui sont le plus impliqués. D'accord. Donc en gros, plus tu vas sur du court terme, mais finalement, c'est pas la majorité. Ce que je comprends, quand même. Exactement, c'est une petite portion. C'est une petite proportion et c'est géré par des algos, la partie un petit peu intensive. Intraday, scalping. Exactement. Okay. Donc on va dire c'est une petite portion en termes de headcount. Après, c'est des investissements technologiques importants pour développer des algorithmes qui fonctionnent, bien sûr. Et ma deuxième question, oui, c'est effectivement autour des algorithmes. Je pense que tu as une équipe d'ingénieurs, c'est ça, qui bosse H24 sur les algos, les améliorer. Est-ce que vous êtes en contact un petit peu avec ces personnes-là? Est-ce qu'ils vous demandent vos avis? Comment ça doit être intéressant cette partie-là, moi qui suis très évidemment impliqué dans les. C'est une équipe séparée. C'est une équipe séparée. La manière dont le desk de trading est organisé, tu vas avoir la partie exécution, le desk qui va gérer l'exécution. Donc tout ça, c'est même une grosse équipe de personnes dont la spécialisation va être de mesurer l'impact des ordres dans le marché en fonction d'un certain nombre d'indicateurs. Et de définir autant que possible, de prévoir l'impact de ton exécution en fonction d'un certain nombre de facteurs. Oui, parce que... Donc ça te permet quoi? Ça te permet, toi, en tant que trader, d'exécuter de manière optimale. Eux, ils vont designer les algorithmes qui vont te permettre, une fois que tu passes un ordre et que tu appuies sur le bouton, d'exécuter de manière optimale, qui va minimiser ton impact. Ouais, ok. Ils fractionnent, évidemment, ça fonctionne des ordres, je suppose. Il n'y a pas de... Oui. Ça ne va pas tout d'un coup. Bien sûr. Tu as l'aspect fractioning, effectivement, et puis tu as aussi l'aspect être capable de prédire l'impact d'un ordre, mettons VWAP, TWAP, et l'exécuter de manière optimale. Ok. VWAP, TWAP, tu m'as perdu un petit peu là-dessus. VWAP, c'est... Pardon, oui, effectivement. Non, mais les connaissances sont pas trop mal, mais là sur des... Quand tu vas exécuter le même pourcentage de volume à chaque seconde. Ouais, d'accord. Okay. C'est-à-dire que quand le marché ouvre, en Europe, par exemple, il y a beaucoup de volume entre 8h et 10h. Ouais. Ensuite, il y a un creux entre 10h et midi, 1h. Ensuite, le marché américain arrive et du coup, le volume reprend. Aux alentours de 1h, 2h et tu as un pic de volume en fin de journée aux alentours du close. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, tu as envie d'exécuter ton ordre en pourcentage au fur et à mesure de la journée. Donc, tu fais un certain pourcentage le matin. Ensuite, peut-être exécuter moins pendant quelques heures pendant le creux de la matinée et du midi. Ensuite, reprends ton exécution plus forte. Et ça te permet d'avoir un impact. Ça permet que ton pourcentage de volume que tu exécutes par rapport au pourcentage au flux qui transite sur les marchés soit toujours le même et du coup, tu limites ton impact. Ouais.
Ok, oui, le but c'est de limiter son impact, de ne pas créer un gros décalage qui fasse faire n'importe quoi. Et ça, c'est les algos. Du coup, tu programmes les algos qui. Exactement, tu programmes les algos qui font ça. Bon, puis après, les algos vont aussi faire beaucoup de choses en termes d'optimisation au niveau du desk. Okay. Si tu as deux personnes qui traitent en overlap, et ben, ça va netter ou ça va prendre en compte le fait qu'il y a plusieurs autres qui viennent en même temps, etc. Okay. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On va dire, pure exécution. Donc ça, c'est un profil très quantitatif. C'est des mecs qui font des PhD en maths et en statistiques et qui ensuite, en débouché, vont par exemple aller dans des hedge funds de high frequency, de haute fréquence. Ouais, voilà, après, c'est ça. On se dirige vers l'autre fréquence après. Exactement. Tu programmes la machine qui va traiter de manière optimale et ensuite, il touche plus. Okay. Et ensuite, les autres pods de trading, qui vont être, on va dire, où tu as une dimension humaine plus présente, vont être divisés en 3 grandes catégories qui correspondent, on va dire, aux 3 grandes stratégies de trading qu'on avait mentionnées précédemment, qui sont micro. Donc, au niveau du single stock, je choisis des boîtes sur lesquelles j'ai une vue, en ayant une vue très spécifique. Macro, donc c'est la partie dans laquelle je contribue, qui au contraire va avoir une vue très high level du marché, très haut du marché, très généraliste, et prendre des positions et des vues plutôt au niveau d'un pays, au niveau d'un secteur tout entier, d'un indice tout entier. Et tu as le desk systématique qui lui va mettre en place des stratégies systématiques en fonction d'un certain nombre de signaux. D'accord. Ouais, donc tu as trois grandes parties. Donc toi, la partie où tu as vraiment l'expertise, c'est la partie la deuxième partie. Macro. Ok. Ah, c'est super intéressant. D'accord. Ouais, je vois un petit peu mieux comment ça s'organise. Et tu as vraiment des pôles bien séparés. Donc les algos, tout ça, la partie macro. Ok, super. J'ai d'autres questions, du coup, c'est bien parce qu'on y répond à pas mal, en fait. Je vois, j'ai ma petite checklist au fur et à mesure. Il y avait une question. Est-ce que tu as la possibilité, en tant que trader hedge fund, de trader à titre perso? Ou est-ce que tu peux posséder, est-ce que tu as le droit de posséder un compte titre et de te prendre des petites positions comme ça en loose day? Je sais pas si ça. Tu vois? C'est une bonne question d'un membre de la communauté, ouais. La réponse est oui, tu as le droit, mais c'est très régulé. D'accord. Donc, si tu veux prendre une position, il faut qu'elle soit approuvée par ton manager, en gros, ou par le chef du desk de trading. D'accord, tu ne peux pas faire ça dans ton coin. Donc, en pratique, tu ne pourras pas prendre une position sur un single stock, sur une boîte en particulier. Okay. Par contre, tu peux prendre des positions au niveau d'un secteur tout entier ou d'un ETF, par exemple. Donc ça, c'est la première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum une holding period minimale. D'accord. Donc ça ne te permet pas de faire du trading in and out sur une semaine. Tu es obligé de le garder 1 mois ou 2 mois. Ok, donc c'est du position trading. Tu peux avoir un portefeuille à toi que tu manages, mais tu n'es pas là avec ton double ordi en train de faire ton petit scalping dans ton coin compte perso. Et t'as une grosse conviction, il vaut mieux la mettre sur le book. Voilà, ok, ça sera plus rémunérateur. Ça devrait être équivalent. Ouais, ok. Ah, c'est super intéressant comme question. Et j'avance un petit peu. Une autre question aussi qui était intéressante. Est-ce que tu es 100% autonome sur... Alors, je suppose que tu gères une poche de liquidité, alors qui doit être de plusieurs centaines de millions, voire plus. Est-ce que tu es autonome sur cette poche? Est-ce que les poches sont distribuées comme ça par desk, finalement? Et est-ce que tu es assez autonome sur cette poche ou est-ce que c'est... tu as des gens au-dessus qui vont... Alors, je suppose, évidemment, que tu as toujours des gens au-dessus. Mais tu vois un peu cette question-là sur... est-ce que tu peux... tu as des convictions, tu es là, tu y vas, quoi. Ouais. La réponse est oui, tu as beaucoup d'autonomie. Alors après, je vais essayer d'y répondre pour que ce soit plus pertinent à l'audience avec tous les différents cas de figure dans l'industrie. Donc, dans les banques, toutes les banques ne vont pas être équivalentes. Il y a des banques pour lesquelles tu as très faible possibilité de prendre du risque. Okay. Donc, c'est vraiment... donc là, on va dire, l'expo de ton book, à la fin de la journée, doit être très proche de 0.
D'accord. Il y a des banques, au contraire, qui vont avoir une ADN un peu plus proche des hedge funds, qui vont laisser plus de flexibilité. Ok. Typiquement, les banques américaines, par exemple. Oui, c'est un peu plus agressif. Et après, tu bascules dans les hedge funds. Et alors là, les hedge funds, c'est tu as un mandat et tu fais un peu ce que tu veux. Donc, en termes de high level. Maintenant, plus important vraiment que le notionnel, c'est une question de risque, de VAR, de value at risk. Surtout donc, risque. En fait, de volatilité. Ouais. C'est que ça le trading, de toute façon. C'est le risque, le risque, le risque. Hein. Là, exactement. En fait, il faut se dire qu'on gère du risque. Donc, si jamais tu as une position de 100 millions sur ton book dans quelque chose de très peu volatile, comme le S&P, c'est pas du tout pareil que si tu as une exposition de 100 millions sur un stock, juste une boîte, qui peut bouger 4 fois plus sur une journée. Sur une small cap, là, tu transpires un petit peu plus. Exactement. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est calculé. Donc, ensuite, en fonction de ton profil d'investissement et des actifs que tu traites, tu vas avoir des notionnels qui vont être, pour un même niveau de risque, il y aura des notionnels plus grands ou plus petits. Quand tu traites du macro, par exemple, c'est des produits qui sont plus diversifiés, donc tu vas avoir un notionnel qui va tendance à être plus grand. Quand tu traites du systématique, en général, il y a du systématique hedging qui permet aussi de traiter toujours en paire, en contrôlant beaucoup le bêta du marché, etc. Donc potentiellement, tu peux même avoir des poches de capital encore plus grosses. Parce mais derrière, tu as du hedge. Alors, le hedge, ça contrebalance. Exactement. Ton risque, ça c'est important. Voilà, ce que vous entendez, c'est un truc à retenir, c'est trading égale gestion du risque, gestion du risque, gestion du risque. Voilà, on est loin de l'indicateur magique, etc. C'est le risque. Et contrebalancer et hedger, voilà, tous ces termes-là sont importants. Et voilà, exactement. Et du coup, au niveau single stock, tu as des notionnels plus petits. Et alors après, tu as une gestion qui est faite au niveau de chaque desk. Si tu fais de l'argent, on t'augmente ton risque. Si tu t'approches de tes drawdown limits, on te baisse ton risque. Ah, donc ça c'est automatique. Je veux dire, ça ou c'est des managers. C'est discrétionnaire. Non, c'est discrétionnaire. D'accord. Ok. Si tu perds un peu d'argent, tu as le chef du trading qui vient te faire un petit tape sur l'épaule. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais là? Et tu peux être complètement sûr. Et dans ce cas, c'est à lui de décider. Peut-être qu'il peut te laisser gérer ta position un peu plus longtemps. Tu as une vraie discussion du coup avec lui à ce moment-là, quand il va te taper sur l'épaule, tu as vraiment un échange, tu lui expliques le pourquoi du comment et lui, ok, ouais, c'est cohérent. Bien sûr. Ça tient la route ou non. Ça peut être. Ça peut être c'est intéressant. Par exemple, un exemple, ça peut être au moment en 2021, il y a eu une période où il y a eu des mouvements sur les marchés qui ont été complètement débiles à cause des retail investors qui achetaient les stocks sur lesquels les hedge funds étaient le plus short. GameStop, etc. Et donc, mais les fameux, forçait les hedge funds à se couvrir et ça a fait des mouvements de marché. Robinhood, GameStop, tout ça. Exactement. Donc, ça, typiquement, c'est une situation où il faut avoir ça peut valoir le coup d'être capable de défendre que, en réalité, là, on a un disconnect entre une anomalie de marché, on peut appeler ça. Exactement, il y a une anomalie de marché, on va l'exploiter, mais certaines de nos positions plus fondamentales long terme vont avoir un drawdown plus important. Ok. Donc voilà, donc ça va être au niveau des desks. Et après, il y a encore une gestion, on va dire, entre les desks, quand il y a trop de risques qui est concentré. Si tout le monde se met à avoir la même position, tout le monde pense que la Fed va couper ses taux. Tout d'un coup, tout le monde va être positionné d'une manière différente. Les gens micro, ils vont commencer à vendre les banques. Les gens plus macro, peut-être ils vont traiter les taux, ou alors ils vont traiter des spreads de duration entre le Nasdaq et le S&P, par exemple, etc. Les mecs systématiques, ils vont traiter le facteur momentum et le facteur value. Là, tu peux te retrouver avec moins de diversification entre les différents desks, et donc plus de risques. Qui augmente par la force des choses. Et donc, c'est le rôle, on va dire, du mec qui gère le trading pour la banque. C'est un mec qui voit les desks de tout le monde. Lui, il rajoute des overlays dessus. Je pense que lui, son charge mentale est importante. Je pense que c'est une charge. Du coup, c'est quoi? C'est un peu le next level, ça? C'est
tu peux y prétendre, toi, un jour, c'est vraiment the post au niveau Ouais, banque bah ou hedge fund? après, si tu veux gérer plus de risques, tu vas en fonds. D'accord. Là, on a parlé vraiment les banques, les fonds Ouais. d'investissement, ça fonctionne à peu près pareil. Mais c'est Sauf que tu as beaucoup moins de contraintes. Ton book n'a pas besoin d'être flat. Tu peux prendre une pause directionnelle, elle peut être très importante, etc. D'accord, tu peux appuyer un petit peu plus sur le bouton, quoi. Exactement. Tu as juste plus de risques. Ok. Et après, on va dire le niveau où tu as un risque encore supérieur, c'est quand tu es portfolio manager. D'accord. Donc ça, c'est quand tu es dans un fonds d'investissement. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est uniquement dans les hedge funds et quand ton seul travail est de prendre des pauses directionnelles. D'accord. Ok. Ouais, très clair. Bon, là, je te passe vraiment les nuggets hidden de l'industrie. Hein. Ouais, mais c'est absolument génial d'avoir une telle transparence et tout. Tu vois, j'apprends aussi beaucoup de choses et je pense que vous aussi, donc régalez-vous. Et je comprends, ouais, on comprend qu'il y a une vraie différence entre les hedge funds et les banques, évidemment, dans leur fonctionnement. Du coup, tu as répondu à pas mal de questions. Là, j'ai ma checklist sur la droite. Ouais, je vois les questions que tu m'avais envoyées. Donc, juste pour cadrer un petit peu le truc, il y avait une question qui était combien gagne un trader. En général, quand tu commences, tu es, on va dire, entre 100 et 200 000 $, tout compris, full total comp. Okay. Évolue assez naturellement pour être aux alentours de 500, 300, 400, 500. Et ensuite, si tu es successful, tu peux vraiment prendre une exponentielle. Et en général, les meilleurs traders finissent dans des hedge funds en étant portfolio manager. D'accord. Donc c'est un petit peu le parcours classique du successful trader. Ouais. Ok. Super intéressant. J'avais une question, alors c'est pour revenir un petit peu. Il y a beaucoup de questions sur pareil, les indicateurs techniques, etc. au niveau de la partie analyse technique. Est-ce que, voilà, tout simplement, la question elle est simple. Est-ce que les traders, les analystes, parce que finalement ça part des analystes, est-ce qu'ils utilisent des indicateurs techniques qu'on peut trouver sur les plateformes de trading classiques ou pas tellement, ou est-ce que c'est beaucoup plus basé sur le price action, sur l'étude de mouvement des prix? Alors vous savez, hein, les indicateurs représentent les prix. C'est pas un truc magique qui est apparu à côté, c'est une traduction du prix de manière différente. Donc voilà, je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que je te vois, vous voyez pas sa tête, mais je vois un petit peu sceptique. Alors oui, effectivement, je suis un petit peu sceptique. Alors, les indicateurs techniques n'ont de la valeur que lorsque ils te donnent un edge sur l'émotion des gens. Okay. Les indicateurs techniques n'ont de la valeur vraiment que quand ils te donnent de l'information et quelque part un alpha sur l'émotion des investisseurs. Donc, plus tu es dans un marché où l'émotionnel est important chez les investisseurs, qui sont dans le même marché que toi, plus c'est intéressant, et vice-versa. Il faut savoir que les retail représentent à peu près entre 35 et 40% du marché action américain. Du volume. Et c'est plus faible. Okay. Pas du volume, de la market cap. En volume, c'est un peu plus petit. Okay. Sauf sur certaines boîtes très spécifiques et sur des options. Notamment, ils traitent beaucoup de one-day option. Je pensais que c'était moins, tu vois. Je trouve que 40% quand même. Non, c'est assez important aussi parce qu'aux États-Unis, il y a le 401k plan qui fait que les retail, en fait, sont beaucoup plus impliqués dans le marché action qu'en Europe. En Europe, c'est beaucoup plus faible. C'est beaucoup plus faible, d'accord, ok. Donc, si jamais tu traites, typiquement, si tu traites Tesla, oui, effectivement, technique va vouloir dire quelque chose. Si jamais tu traites quelque chose de beaucoup plus large, moins. Après, donc voilà, on va dire petit disclaimer. Ensuite, beaucoup d'indicateurs techniques, en fait, vont être pris en compte déjà dans ton algo d'exécution. Tous les indicateurs techniques à très courte durée, on va dire, à horizon de temps moins qu'une journée. Okay. Maintenant, ceci dit, il y a certains indicateurs techniques qui peuvent être intéressants, notamment dans certains stades de marché particuliers, notamment quand le marché est très émotionnel, et c'est le cas actuellement d'ailleurs. Je pense que le marché est assez émotionnel en ce moment. On va en finir là-dessus d'ailleurs, sur ta vision. Notamment
notamment quand tu vas toucher des niveaux de résistance particuliers ou quand tu vas toucher des niveaux de moving average, de moyenne mobile particuliers, il peut y avoir, ça peut être intéressant. Et typiquement... des moyennes mobiles 200 weekly, une moyenne mobile 50 weekly. Ouais, 200 jours. 200 jours. Bon, voilà. Le principal, c'est 200, 150. Ouais, ok. On va pas regarder vraiment au plus court ça. Mais par exemple, je sais pas si tu regardes les taux américains, par exemple, en ce moment, le taux 10 ans, tu as une tendance qui est très claire. On suit un canal et hop, on break du canal. Et une fois qu'on a un break du canal, ça part. Ouais. Non, mais... Donc ça quelque chose, mais on va dire que ça reste un indicateur qui va informer ta décision de trading. Ok. Un framework de trading de base pour un investissement débutant, il faut plein d'éléments. Il faut le macro, comprendre où vont les taux, où vont l'inflation, où vont la croissance. Qui fait bouger. Hein. Fait bouger, ça c'est la base. Il faut le micro, donc comprendre les boîtes qu'on achète. Ça sert à rien de vouloir s'entêter à vendre les semi-conducteurs parce que historiquement ils ont une corrélation plutôt négative sur les taux, parce qu'en ce moment là il y a l'intelligence artificielle et ça change tout. Il faut comprendre le micro aussi. Il faut comprendre les niveaux de positionnement et de sentiment. Si tout le monde est complètement euphorique sur quelque chose, en général, alors euphorique, tu as un signal de mean reversion quand on est aux alentours de 1.5 à 2 standard deviation. Donc quand même très extrême. Ouais, là tu sens que ça sera pas bon, quoi. Et ça peut être le moment de prendre des profits. Et à l'inverse, là où le signal est plus fort, c'est quand les gens sont très très bearish. Donc quand tu as un sentiment très négatif en dessous de moins une standard deviation, moins 1.5, le signal devient très très fort et le hit ratio très bon. Par exemple le Covid, qu'on a connu. Exactement, le Covid c'est un fait exemple. Le V-bottom de l'espace, quoi. Parce qu'en fait, tu fais de l'argent sur les gens qui sont obligés de vendre. Ouais. Tout simplement. Donc ça, c'est très important. Après, il y a une dimension aussi qui est très importante, c'est le timing de la narrative que tu traites. Est-ce que tu es au début, est-ce que tu es au milieu, est-ce que tu es à la fin? Et tu ne traites pas du tout de la même manière. Si jamais tu es au début de l'intelligence artificielle, ou les cryptos, c'est un bon exemple. Ouais, justement, il y a une question sur les cryptos, d'ailleurs. Est-ce qu'elles font partie de votre environnement de réflexion ou pas? Est-ce qu'elles sont intégrées c'est un peu borderline. En théorie, il y a certaines banques qui offrent des investissements crypto, il y a des investisseurs qui offrent des investissements crypto. Mais pour être honnête, ça reste quand même early stage. Ok, c'est marginal. Et donc, juste pour terminer sur le framework, parce que je pense que c'est très important et c'est peut-être le point principal que j'aimerais faire passer à l'audience aujourd'hui. Donc, cet élément de timing, tu ne traites pas du tout de la même manière si tu es au début d'un cycle, au milieu du cycle ou en fin de cycle, parce que ton risque n'est pas le même. Ensuite, la question, c'est où sont tes cycles principaux? Les cycles principaux, c'est le cycle de sentiment, c'est le plus court. Aussi sur quelques mois. Tu as le business cycle, c'est le niveau d'économie, ça rejoint la macro, expansion, contraction. Et tu as le credit cycle. Est-ce que on est en train de leverager l'économie ou de déleverager? Est-ce que tu ouvres la planche à billets ou est-ce que tu la refais? Ça, on va dire c'est un peu la base, vraiment la base de la base de la base. Et ensuite, comment est-ce que le trade fonctionne dans le portefeuille plus global? Comment est-ce que ce trade est un trade qui est corrélé à d'autres trades que j'ai dans mon portefeuille? Est-ce qu'il est négativement corrélé? Dans ce cas, il y a des effets de diversification qui peuvent être intéressants. Est-ce que ce trade me met des risques spécifiques? Par exemple, est-ce que j'ai des risques factoriels? Un risque de momentum, par exemple. Je parle de choses assez avancées, mais... mais je comprends. Après, voilà, peut-être que je ferai des fois des petits apartés. Mais, Est-ce que j'ai du risque, par exemple? Est-ce que j'ai du risque de duration? Est-ce que si j'investis beaucoup dans des boîtes qui sont à très forte croissance, ça fonctionne très bien quand les taux sont bas et quand ils baissent. Quand les taux augmentent, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et si jamais j'ai 5 trades dans mon book qui ont tous le même biais, peut-être que si j'ai un trade dans l'autre sens qu'un autre biais, il faut que je change la manière dont je vais sizer mes différents trades, le notionnel que j'alloue à chaque position, pour mieux contrôler ce risque. Et ça, par exemple, c'est des analystes qui peuvent te remonter l'info ou c'est vraiment le portfolio manager là, qui a une vision
Alors, tu as c'est les deux, ça fonctionne vraiment en symbiose. Ouais, il y a vraiment des binômes, oui, en symbiose, quoi. En réalité, quand tu connais vraiment bien ton book, tu es capable de sentir avec une précision assez bonne, ouais, je pense que quand tu le connais bien, les différentes expositions. Donc, après, bon, pour continuer du coup dans les basiques, si tu décomposes le risque de ton portefeuille, le risque de n'importe quel actif, tu as une composante bêta au marché. Donc, est-ce que tu es plutôt bullish, est-ce que tu es plutôt bearish? Ouais. En général, il vaut mieux être bullish. Tu as une composante de facteurs. Est-ce que tu es plutôt long ou short momentum? Est-ce que tu es plutôt long ou short value? Growth, short interest, c'est les principaux. Okay. Donc là, en général, il vaut mieux être long momentum. As, historiquement, backtesté, tu as un sharp quasiment demain en étant long momentum, hein, sur le long terme. Voilà. Et tu as envie aussi d'être short vol. Tu vas conforter Guillaume dans son... Bon, j'avais pas besoin de le conforter, mais Guillaume est un long only. Il est bloqué sur un long. Je crois qu'il a une version d'Aria, il n'y a que long. Il n'y a que long, il n'y a que les indices. Mais Guillaume a tout compris. Et j'irai même un peu plus loin. Hein. J'avais dîné avec un portfolio manager qui... bon, c'est un des... Je ne veux pas donner son nom, mais c'est un des plus grands... portfolio managers aux US. Le mec, il est dans les Forbes 500 et tout ça. Okay. Et il dit, je ne connais pas un seul milliardaire qui soit bearish. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Hyper intéressant. Et il ajoute, en général, tu veux être bearish 1 an sur 6. Donc, 5 ans sur 6, tu te fais défoncer. Ça paye d'être bullish. Tu te fais défoncer. Donc en réalité, et c'est en réalité, si tu regardes hein, tous les gens qui vraiment sont successful, ils sont bullish. Elon Musk c'est le principal exemple. Le mec, il est convaincu que ça a marché contre toute probabilité. Et sur la nature même de l'économie est faite pour être bullish. Je veux dire, notre monde est fait, constitué de telle sorte que... Oui, non mais de toute façon, le marché monte de base, de manière exponentielle. Oui. Donc, il vaut bien mieux, si jamais tu es bearish, être légèrement sous-investi, long, et ensuite rentrer lors d'une baisse forte, typiquement quand le sentiment du marché devient très très bearish, plutôt que d'être short. Ouais. Après, ça peut faire sens d'être short si jamais tu utilises ton short pour funder plus de long. Typiquement, avoir un portefeuille où tu as $100 de base et puis tu mets du levier et tu vas avoir $120 long et $20 short, par exemple. Ouais. Ok. Non, mais ça conforte tout à fait la vision aussi que j'ai. Mais c'est vrai que les particuliers ont énormément de tendance. Et je l'ai fait aussi, hein, je suis passé par là, et d'ailleurs, c'est des phases à chercher la reverse systématique. La reverse, le point haut, le point bas. Et chercher la reverse, je sais que là, il y en a, vous êtes nombreux. Chercher la reverse sur les indices, ça fait un petit moment que vous la cherchez la reverse sur les indices et ça pique. Ça pique fort parce que pour l'instant, voilà, pour l'instant, la tendance tient. Et voilà, si tu as été longue depuis maintenant des mois et des mois, VS, trouver le point haut. Donc pour résumer, les facteurs risques qui statistiquement fonctionnent le mieux, c'est momentum, donc suivre la tendance. Quand quelque chose monte, rajouter de l'argent, couper ses shorts vite, être plutôt short volatilité, donc plutôt avoir des actifs un petit peu moins volatiles que le reste du marché. En général, les actifs qui fonctionnent très bien deviennent des boîtes de haute qualité qui ont tendance à être plus faibles. Plutôt positif sur la qualité des boîtes. Donc, il vaut mieux continuer de suivre une performance positive d'une boîte qui fonctionne bien, qui génère du cash, plutôt que de vouloir acheter le truc hyper cheap en se disant que de toute façon, il va rebondir. Ok. Non, super. Là, je pense que vous avez beaucoup de valeur sur ces conseils. C'est vrai que ça correspond au sentiment que j'ai. Mais c'est vrai que c'est des évolutions dans ton cerveau,
c'est normal au début de pas forcément avoir tous ces éléments en tête. Mais finalement, avec le recul, il y a une certaine logique. Tu vois, il y a vraiment une certaine logique d'être dans le flux, quoi. Et je pense que notre portefeuille nous remerciera d'être dans le flux. Du coup, si on peut terminer, merci pour toute cette valeur là. Franchement, c'est dingue. Si on peut terminer, est-ce que tu as une vision, alors en fonction de quand vous verrez la vidéo, évidemment, ça aura évolué, une vision un petit peu de ce qui se passe en ce moment, pour faire rapide. Les indices sont perchés tout en haut, voilà, sur record historique, sur record historique. On parle souvent d'une bulle. Voilà, les bières, ils sont là, la bulle. Alors, effectivement, est-ce que toi, tu as un petit peu, je suppose que tu as un avis là-dessus. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Bien sûr, tout ça, on est entre nous, on discute et voilà. Bien sûr. Uniquement mes vues personnelles, évidemment. Vue personnelle, voilà. Et bien sûr. Donc là, on est fin mars. Donc, on va reprendre le framework que je vous ai mentionné juste avant. Les taux. On a commencé l'année en pensant qu'on allait avoir 6 ou 7 cuts. Maintenant, on en presse plutôt 4, peut-être 3. 3-4, ouais. Voilà. Ensuite, on va arriver à 2. Et puis, ensuite, on va avoir les élections. Et puis, finalement, on va pas couper, etc. Donc, je pense qu'il y a un risque qui est pas négligeable, que les taux mettent beaucoup plus de temps à descendre que pricé par le marché. C'est ma vision aussi, ouais. En réalité, pourquoi? Parce que la croissance, surtout aux États-Unis, est très très forte. Pourquoi elle est très très forte? Parce qu'on a l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup de choses. C'est un gain de productivité. Ce genre de gain de productivité, c'est très très rare, peut-être une fois tous les 100 ans. Et donc, on pourrait tout à fait arriver dans un environnement de marché où, en réalité, les taux n'ont pas nécessairement besoin de baisser. Ouais, c'est ce que je suis en train de... Ouais. Et c'est pas nécessairement un problème, hein, d'ailleurs, parce que des taux... Ouais. Si l'économie est stimulée, si l'économie continue d'être performante... Exactement, tant qu'on arrive à croître, pourquoi pas. Après, il y a plusieurs éléments aussi qui font que la sensibilité de l'économie auto est bien réduite aujourd'hui, en 2024, que si on compare à une économie d'il y a 20 ans. Okay. Pour une multitude de raisons, notamment démographiques, je n'irai pas plus en détail là-dedans. Mais donc, il semblerait que l'économie soit moins sensible aux taux, positivement comme négativement, qu'elle en était avant. Il semblerait que les taux puissent rester élevés plus longtemps. Maintenant, quelle implication? Et que la croissance puisse rester très forte. L'emploi reste très fort aussi. Ouais, peut-être moins que ce qu'on voit initialement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un certain nombre d'indicateurs de l'emploi qui se prêtent mal à un monde post-Covid où on peut cumuler plusieurs emplois ou faire du travail à distance ou du travail partiel beaucoup plus facilement. Donc peut-être que l'angle emploi est un peu plus faible. Et est-ce que l'IA, donc on parle de la croissance qui est soutenue par l'IA, est-ce que l'IA va pas non plus attaquer les emplois, tu vois, donc d'un côté ça va évidemment stimuler la croissance, etc., parce qu'on va pouvoir produire beaucoup plus, tout ça, mais d'un côté aussi ça peut créer des vagues de chômage. Est-ce que ça c'est ou est-ce que c'est des sentiments comme ça, c'est des perceptions que tu as? C'est très français ça, hein. Ouais, quand je le dis, je sens que c'est français. C'est très français et c'est avec la vision française de faut pas toucher la bourse parce qu'on joue en bourse et que de toute façon le marché haut il va baisser, etc. En réalité, de par le passé, à chaque fois qu'il y a eu une innovation technologique, oui, ça a détruit plein d'emplois, mais ça en a aussi créé beaucoup. Ça en a aussi créé beaucoup. Moi, la dernière personne que j'ai embauchée dans l'équipe, c'est quelqu'un qui, avant, a bossé à OpenAI. Et qui, du coup, a une expertise vraiment très, très approfondie de la chose. Et on est en train de réfléchir à mettre en place un certain nombre d'indicateurs supplémentaires. Donc, je ne pense pas que ça va nécessairement avoir un impact négatif sur l'emploi. Ou en tout cas, pas négatif au point que ça a un impact négatif sur la croissance.
Ok. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le réguler, ça c'est sûr. Mais donc voilà, donc si on continue sur une vision macro, donc on est plutôt blue sky scénario. Quels sont les risques potentiels? Tu as la narrative AI, elle est là pour durer. Il y a des risques liés au climat et à la dimension, mais là vraiment à très long terme, on va dire la dimension écologique, mais vraiment à très long terme. Oui, on est plus sur du long terme. Donc concrètement, comment tu investis là-dedans? Avoir des boîtes renouvelables dans un portefeuille à horizon 5 ans, c'est pas une mauvaise idée. Après, il faut garder en tête qu'il y a beaucoup de financement de ces boîtes renouvelables qui est remis en question aujourd'hui, notamment on voit avec les véhicules électriques. Oui. Qui peuvent être un peu problématiques. Bon, donc, les risques à court terme, c'est quoi? Il est principalement géopolitique. Oui, la guerre, ça, c'est la guerre en Europe avec ce qui se passe un petit peu au Japon. Voilà, potentiellement la Chine avec Taïwan, même si ça reste très peu probable. Ouais. L'escalation du conflit avec le Hamas reste plutôt limitée, ou en tout cas de contenu aujourd'hui. Mais ça, c'est un premier risque à garder. Il est plutôt bien pricé. Quand tu combines les deux, ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir des boîtes de défense pour se hedger là-dessus. Des boîtes de pétrole aussi pour se hedger là-dessus. Un autre risque, ça va être le risque de géopolitique avec les élections US. Oui, ça va soigner. La Chine, onshoring, etc. Quelles sont les boîtes qui vont être le plus négativement impactées? Tu as toutes les entreprises qui vendent dans la Chine aujourd'hui commencent à souffrir. On a vu par exemple Apple, il y avait une très bonne news là-dessus. Les ventes d'iPhone ont baissé de 20%, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les ventes de Huawei et Xiaomi et ces marques chinoises ont augmenté de 40 à 60%. Donc c'est vraiment pas que la Chine est faible économiquement, mais c'est qu'il y a un changement dans la manière dont les Chinois consomment. Okay. Et donc, ce changement-là dans la manière dont les Chinois consomment va avoir des implications micro. Ok. Avec le volume. Maintenant, si on va encore, donc vous voyez, je vous le fais vraiment de macro à micro. Et donc, si on va maintenant au niveau du dessous, qui va être les consommateurs, tu vas avoir le consommateur américain est globalement très solide. Il a de l'exposition il a déjà un salaire qui a suivi une inflation US qui était beaucoup plus forte. Il a une exposition au marché action qui est beaucoup plus forte. Et du coup, il s'est enrichi pendant les dernières années en moyenne. Par rapport à un consommateur européen, par exemple, ou même un consommateur chinois. Et donc, ça veut dire que les biens qui sont achetés par les consommateurs américains vont avoir tendance à être plus solides que le reste. Donc ça, par exemple, ça va être les boîtes de luxury, etc., qui bénéficient du consommateur américain. Et à l'inverse, tu as un certain nombre de politiques pour favoriser le Made in America et le Consumed in America qui entre en place progressivement. Donc ça va être négatif pour les boîtes européennes qui exportent. Donc bon, si on met... Donc voilà, là je vous ai fait une macro et macro. Maintenant, si on va dans la partie sentiment, le sentiment est globalement très bullish. Je dirais qu'on est entre 7 et 8 sur 10. On n'est pas encore à un niveau extrême. Et on n'est pas encore à un niveau où on a vraiment un signal fort. On commence à arriver à un niveau où on a un peu un signal de attention, ça peut chauffer un peu. Comme dirait Yann, la narine commence. Voilà, c'est ça. La narine gauche. La narine gauche, la narine droite, je sais pas mais voilà. Ok. Voilà. Mais d'ailleurs, tu as un peu le même sur les cryptos. Bon, c'est une corrélation qui est on surveille tout ça. Effectivement, le moment où ça commence à piquer un petit peu du nez et tu te dis, voilà, je vais alléger, je vais prendre des profits. Voilà. Ouais. Donc il y a un peu de ça. Après, on n'est pas encore dans le... Il faut garder en tête le contexte de l'AI. Hein. Ça, c'est ce qui est très important. Donc, comment investir là-dessus? Je pense que c'est... il y a eu beaucoup de questions, évidemment là-dessus. Hein. C'est le narratif du moment. Donc, comment ça se transcrit? Donc, pourquoi les indices ils sont plus hauts? Ils sont plus hauts parce qu'il y a 7 stocks, puis qui deviennent 5 stocks, puis 4 stocks, puis 3 stocks, puis 2 stocks, puis 1 stock, et puis c'est Nvidia qui ont vraiment tiré l'indice en haut. Donc, au niveau de l'indice, oui, il va peut-être y avoir potentiellement un peu de stabilisation. Peut-être que c'est plus intelligent d'investir dans l'intelligence artificielle en ayant d'autres diagonales, notamment
les boîtes qui vont faire du CAPEX sur l'intelligence artificielle, les boîtes qui vont permettre de stocker des données, qui vont permettre de refaire les power grids, parce que... Ouais, les données, c'est hyper important. Les données, c'est vrai que ça paraît moins sexy quand on parle. Là, ça fait stocker les données, c'est toujours le truc, le narratif est un peu moins. Mais bon, qui dit IA dit des quantités, des milliards octets de données. Ouais. Il va falloir... C'est qu'une puce Nvidia, ça consomme autant d'énergie qu'une famille américaine quand tu fais tourner l'intelligence artificielle dessus non-stop. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir produire plus d'énergie. Ouais. Donc électrification, donc peut-être que le cuivre va devenir intéressant aussi. Ouais, c'est marrant, t'as tous ces cheminements là, qui toi te paraissent. Je vois, t'as les connexions qui font tac, 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 tac. C'est hyper intéressant. Oui, parce que pourquoi le cuivre? Parce que le cuivre c'est utilisé pour faire les réseaux électriques et donc il faut bien alimenter en électricité tout ça. Mais on le pique en France. En France, il n'y a plus de cuivre. On le pique. On ouvre un lampadaire et... Ça commence à bouger. Ouais. Donc voilà, donc ça, on va dire, diversification du trade d'intelligence artificielle au-delà de ces quelques stocks vers d'autres bénéficiaires. Ça, je pense que c'est une première tendance qu'on va voir et qu'on va continuer à voir. Une deuxième tendance qu'on va continuer à voir. Attends. Mais donc je disais, diversification de l'intelligence artificielle, c'est le premier angle. Deuxième angle, ça va être diversification entre les régions. Ouais. On a tout le monde est super investi sur le marché américain et c'est normal et c'est un marché très solide. Il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres boîtes qui bénéficient en fait d'avoir une inflation qui reste aux alentours de 3% et des taux qui sont un peu plus élevés. C'est bon pour les banques, c'est bon pour certaines boîtes cycliques. Et puis après tu as d'autres trades qui peuvent être intéressants avec ce qu'on disait précédemment sur la Chine. Par exemple, tu as envie de vendre les boîtes auto qui ne sont pas particulièrement intéressantes. Avoir une exposition qui est peut-être d'une manière générale un peu plus limitée sur les boîtes de construction en Chine aussi, mais continuer à être overweight sur le cuivre par exemple. Ok. Ah ouais. Non, mais moi j'adore les cheminements qui sont faits et pour avoir une vision, vous avez vu, hein, on est parti très très haut, vue satellite, sur peut-être les boîtes auto chinoises à regarder si on peut pas un petit peu les short ou pas. Voilà. Ceci n'est pas un conseil en investissement, on le redit, c'est la vision de la personne. Je vais dire ton nom. De la personne qui est en face de moi, pas de boulette jusqu'à la fin, et d'avoir, au-delà de la vision, c'est surtout le mode de réflexion qui est intéressant. Ok, bon, super. Je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a liquidé toutes les questions qui étaient un petit peu dans la checklist, et écoute, je te remercie pour ton temps. Avec grand plaisir. Je me suis régalé. Voilà, et on se fera peut-être de temps en temps des points comme ça sur des moments stratégiques. On verra quand les bières auront raison. On pourra peut-être se refaire. On verra. On pourra peut-être se refaire un petit podcast. En tout cas, je te remercie, vraiment beaucoup de valeur, et j'espère que vous avez appris aussi beaucoup de choses. On en tirera des enseignements aussi. Peut-être que je ferai des petits récaps texte en plus de la vidéo. Je pense qu'il y a matière à travailler là-dessus. Et écoute, je te souhaite. Il est tard. Merci beaucoup. Un bon appétit. Merci beaucoup, Lucas. Passe une bonne soirée. Une bonne soirée. Et on se tient au jus. Merci. Ciao. Merci.